Donc, nous allons commencer. Bonjour à tous, chers participants. Donc, tout d'abord, au nom des experts Accélère en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce deuxième webinaire de la série Rencontres internationales Desjardins. Aujourd'hui, le sujet porte sur l'impact de la COVID-19 sur le transport maritime et aérien des marchandises. D'emblée, je tiens à remercier notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble des activités de notre service en commerce international Accélère, ainsi que notre commanditaire en titre, Desjardins, qui ont rendu cet événement et cette série webinaire possible. Donc, je me présente. Mon nom est Dina Mansour. Je suis conseillère au développement des marchés internationaux à la Chambre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer ce webinaire qui sera exposé par M. Christian Sivière, qui est président de Solimpex, une compagnie de solutions import-export. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour observer les outils dont vous disposez. Donc, si vous avez des questions à poser, je vais s'il vous plaît vous demander de ne pas utiliser la fonction main levée, mais plutôt de les écrire dans la boîte questions et réponses ou Q&A si votre navigateur est en anglais, qui est situé au bas de votre écran au centre. Et nous avons une période réservée pour les questions qui aura lieu à la fin de la présentation. Et si toutefois vous avez des problèmes techniques ou même des commentaires à nous écrire, vous pouvez le faire via le chat à votre disposition à votre droite. Donc, j'aimerais aussi mentionner que le webinaire d'aujourd'hui, il sera enregistré et rediffusé sur notre chaîne YouTube ainsi que notre site web dans les prochains jours si jamais il y a de l'information que vous n'avez pas pu noter ou si vous voulez le consulter de nouveau. Vous allez aussi recevoir un sondage qui va vous apparaître automatiquement lorsque vous allez quitter. Et ce serait très apprécié si vous pouvez le remplir pour qu'on puisse avoir vos commentaires, qu'on puisse s'améliorer et même que ça puisse nous encourager à faire d'autres séries de ce type. Donc, avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour vous présenter M. Christian Sivière. Donc, après plus de 30 ans de carrière en logistique internationale en Europe et au Canada, il a démarré sa propre compagnie de solutions import-export logistique qui s'appelle Solimpex en 2010. Son entreprise offre des services de consultation et de formation sur le développement à l'international, de l'information sur les aspects réglementaires, douaniers, logistiques, les accords de libre-échange, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et tout autre sujet qui peuvent toucher au commerce international. Il enseigne aussi à divers endroits tels que l'Association des transitaires internationaux canadiens à Toronto et la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés à Zurich. Il donne aussi sur une base régulière des séminaires pour différents organismes tels que le nôtre à la Chambre et bien d'autres. Donc, M. Christian Sivière, je vous invite maintenant à prendre la parole. Merci beaucoup, Dina, et merci à tout le monde de m'accueillir dans votre bureau, votre salon, votre cuisine, votre sous-sol, où que vous êtes en confinement. Donc, ça me fait très plaisir d'être ici, de partager ce petit moment avec vous. Je trouve aussi que c'est super important de rester connecté d'une façon ou d'une autre. Et donc, je remercie la Chambre de nous donner cette opportunité de rester, d'être connectés, d'échanger ensemble, puisque nous sommes tous dans la même situation, confinés plus ou moins, et donc le contact nous manque. Donc c'est génial d'avoir ces opportunités. Donc on va parler de l'impact, oui, de la crise qu'on vit sur le transport maritime, sur le transport aérien. Avant d'entamer le vif du sujet, donc brièvement, donc Dina m'a déjà présenté, je voulais brièvement vous mentionner aussi, et vous parlez de l'aspect formation. Je trouve, évidemment, on est tous en gestion de crise, puisque cette crise vient de commencer il y a un mois et demi. Et donc, on est occupé par la gestion de la crise. Par contre, pensez aussi, si vous avez pendant cette crise, pendant que les activités économiques ralentissent un peu, pensez aux formations. C'est un excellent moment de se mettre à jour, de se former. Et donc, l'important au Québec, c'est de suivre des formations qui sont données par quelqu'un qui est accrédité par la Commission des partenaires du marché du travail. À ce moment-là, elles sont qualifiées pour la loi des 1%.
de formation. Et aussi, Emploi Québec a des subventions pour les activités de formation. Donc, pensez à la formation tant qu'on est dans cette période où parfois on a peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude à cause du ralentissement de l'activité économique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, 3 petits points que je vais vous mentionner qui ont une relation, un lien indirect avec la crise que l'on vit actuellement. Le premier point, c'est, vous savez que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 11 mars qu'on faisait face donc à une pandémie. Donc, qu'est-ce que ça a à voir, ça, avec le transport, avec la logistique? C'est que l'aspect force majeure, donc je voulais vous souligner très brièvement, parler de ça très brièvement. Vous avez sans doute eu des opportunités de voir que certaines compagnies déclarent force majeure, certains fournisseurs, certains clients, certains transporteurs, transitaires. Ça permet de se dégager de nos obligations contractuelles. Donc, 2 choses très brièvement. Depuis le 11 mars, étant donné que la pandémie a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, on ne peut plus se prévaloir des clauses de force majeure pour un contrat qui a été conclu après le 11 mars. Donc, il faut être sensible, être conscient de cette date du 11 mars, elle est super importante. Et puis aussi, ça nous rappelle de bien travailler nos clauses de force majeure dans nos contrats futurs. Donc ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous brièvement. Le deuxième point, c'est, je vais vous parler très rapidement des incoterms. Donc, pourquoi je vous parle des incoterms? C'est parce que ça a un lien avec tout ça. Pour vous donner un exemple, et on sait qu'il y a beaucoup de difficultés un peu partout dans le monde. Donc, l'exemple que je voulais vous donner, c'est en Inde, le gouvernement indien a décidé de fermer les ports temporairement. Et donc, si vous aviez des marchandises, comme c'est illustré dans cet exemple-là, dans cet article que je vous mets sur l'écran, si vous aviez vendu des marchandises en Inde et qu'elles ne peuvent pas être livrées à votre client parce que le bateau qui transportait vos produits n'a pas pu décharger au port qui était prévu. Donc, qu'est-ce que ça a à voir ça avec l'incoterm? Bien, ça a à voir, et donc ça, c'est des situations qui sont courantes. Donc, le lien avec l'incoterm, c'est que en fonction de l'incoterm avec lequel vous avez conclu votre entente, ça peut être le problème, cette situation-là peut être le problème de votre client ou peut être votre problème à vous. Donc, c'est l'incoterm qui définit le transfert des risques. Donc, s'il y a une impossibilité de livrer la marchandise ou s'il y a une difficulté pour livrer la marchandise, dépendant de l'incoterm que vous aurez choisi, vous serez plus ou moins exposé. Donc, si vous avez vendu Ex-Works, FCA, FAS, FOB, ce n'est pas votre problème puisque c'est votre client qui a organisé le transport. Si vous avez vendu CFR, CIF, CPT, CIP, ce n'est pas notre problème non plus, ce n'est pas votre problème non plus parce que vous avez organisé le transport, vous l'avez payé, mais les marchandises voyageaient au risque de l'acheteur. Si vous avez vendu DAP, DPU, DDP, là, c'est votre problème parce que vous avez tous les risques jusqu'à ce que la marchandise arrive chez votre client à destination. Donc, un point super important à connaître, ça marche évidemment de la même façon dans l'autre sens, si vous êtes un acheteur. Et donc, si ça vous parle, ça, c'est très bien. Par contre, si vous trouvez ça complètement confus et vous n'avez pas suivi mon argument, ça veut dire que c'est le temps de prendre une formation sur les incoterms. Super important. Troisième point, pour les personnes qui font de l'importation, les manufacturiers, les distributeurs, les importateurs, le gouvernement du Canada nous donne 3 mois de délai pour payer nos droits de douane et notre TPS à l'importation. Donc ça, c'est l'avis des douanes qui a été publié le 27 mars. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vous aviez des importations, qu'elles arrivent par avion ou par bateau pendant le mois de mars, avril, mai, juin, vous aurez jusqu'à la fin juin pour payer les droits de douane et la TPS qui seront payables au moment de l'importation. Donc ça, c'est l'autre bonne nouvelle que je voulais partager avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc le sujet, c'est le transport, c'est la logistique, c'est le transport maritime, c'est le transport aérien. Donc ça tombe bien parce que c'est une activité au Québec et également en Ontario d'ailleurs, qui a été définie comme une activité prioritaire, essentielle. Donc tout ce qui touche le transport de marchandises, la livraison de marchandises, ça en soi, c'est une activité prioritaire, une activité essentielle. Donc, quel impact ça peut avoir pour vous? C'est que si vous n'êtes pas une activité essentielle, donc vos opérations ne peuvent pas fonctionner normalement, vous êtes fermé pendant cette période-là, vous pourriez quand même
exporter vos biens s'ils se trouvaient dans un entrepôt, chez un 3PL, dans une entreprise de logistique. De même, si vous êtes un importateur, un manufacturier, vous êtes fermé, vous ne pouvez pas opérer en ce moment, mais vous pourriez quand même recevoir des matières premières, des intrants, des produits finis, si vous les faites réceptionner par un transporteur, par un logisticien, par un transitaire, et qu'elles sont entreposées dans un entrepôt en votre nom. Donc, toute activité, c'est bien important, ça. Les activités de manufacture ou de commerce essentielles et prioritaires, c'est tout ce qui touche à la santé et à l'alimentaire. Mais le transport, la logistique, la livraison en soi, c'est aussi une activité prioritaire essentielle. Donc, c'est important de le savoir. Alors, on va parler donc du transport aérien et du transport maritime. On va passer un petit peu plus de temps sur le transport aérien ce matin. Pourquoi? C'est parce que la situation est beaucoup plus difficile à gérer pour le transport aérien que pour le transport maritime. Vous allez voir dans un petit moment à quoi je fais référence. Donc, choc brutal pour le transport aérien parce que beaucoup de pays à travers le monde ont fermé leurs frontières ou interdit les vols, fermé les aéroports ou interdit les vols des fois, ce sont les compagnies aériennes qui ont pris les mesures elles-mêmes. Donc, difficulté énorme si on veut faire transporter des biens par avion, parce qu'il y a beaucoup moins de vols disponibles depuis quelques semaines. Donc, le choc a été brutal pour le transport aérien, comme vous savez, puisque c'est la même chose pour les passagers. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu illustrer avec cette diapo? C'est le fait que l'industrie du transport aérien est très, très affectée par la pandémie. Je voyais d'ailleurs ce matin un article de IATA qui est sorti ce matin qui estimait les pertes totales de l'industrie du transport aérien à exactement 314 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, si la situation dure trop longtemps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Très certainement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dépendant évidemment de combien de temps cette situation dure. Beaucoup de compagnies ou certaines compagnies aériennes vont fermer, vont disparaître, vont se faire acheter par d'autres, vont fusionner. Et donc, le premier exemple que je voulais illustrer, c'est une compagnie aérienne qu'on connaît peu ici en Europe, mais qu'on connaît peu au Canada, par contre, au Québec, mais en Europe, elle est très connue. C'est en fait la première compagnie aérienne régionale en Europe, Flybe, qui a fermé ses portes il y a quelques semaines. Et donc, il va fort probablement y en avoir d'autres prochainement. Donc, pour illustrer le fait que les possibilités de transport aérien ont énormément diminué depuis la pandémie, vous voyez sur le site cet article qui parle d'Air France, qui parle de 95% des vols à l'arrêt, donc 5% des vols fonctionnent. En gros, donc dépendant des sources, des pays, des compagnies aériennes, ça peut être 10% ou 2%, mais donc arrêt brutal des possibilités de vol. Lufthansa, même chose. Lufthansa qui contrôle Austrian Airlines, Brussels Airlines et Swiss Airlines a aussi drastiquement réduit ses vols. Ils ont même pris une mesure drastique également. Ils ont carrément fermé leur filiale low cost German Wings, pardon. Un autre élément qui nous donne la mesure en fait de l'impact de cette crise, l'aéroport d'Orly a fermé il y a quelques semaines. Donc Orly, c'est le deuxième aéroport français, c'est le 12e en Europe, c'est à peu près en nombre de passagers le double de l'aéroport Trudeau à Montréal. Donc vous voyez, l'aéroport a carrément fermé suite à cette crise. Donc pour revenir au transport aérien, donc plus précisément, il faut savoir que pour illustrer aussi d'où vient la crise, qu'est-ce qui est problématique, c'est que environ la moitié du cargo, la moitié du fret aérien est transporté sur des vols passagers, comme illustré sur cette photo. Vous voyez un appareil d'Air Canada qui transporte du cargo en soute, donc là où on transporte aussi les bagages. Et donc 50% du cargo, du fret aérien qui est transporté à travers le monde de façon globale, de façon générale, est transporté sur des vols passagers. Et les vols passagers sont pratiquement à l'arrêt depuis quelques semaines. Donc, on peut dire qu'il y a à peu près 5% des vols passagers qui fonctionnent encore, plus ou moins. Donc, la moitié de notre cargo aérien, tout d'un coup, n'a plus de moyens de transport. Donc, je vous laisse faire, ceux qui sont forts en mathématiques, vous pouvez facilement faire le calcul. Sur 50% de la capacité de fret, de transport de fret, on n'a plus que 5% de ces 50%-là, donc ça laisse évidemment
Ça vous laisse deviner tout de suite quel impact ça peut avoir ça sur l'évolution des prix, l'évolution des options qui sont très diminuées, mais aussi l'évolution des prix qui ont augmenté de façon exponentielle. Et donc, la moitié du cargo, du fret aérien est transporté sur des vols cargo. Donc, souvent, c'est des compagnies aériennes qu'on connaît peu, qui font seulement du cargo. On va en parler dans un petit moment. Donc, pour illustrer où nous en sommes aujourd'hui, quels sont les vols disponibles, par exemple avec Air Canada, notre compagnie aérienne nationale. Donc, vous voyez, ça, c'est les vols qui sont disponibles aujourd'hui. On a encore des vols quotidiens sur certaines destinations, mais pas partout. Et donc, vous voyez, on a un vol de Montréal sur Vancouver par jour. On a encore un vol par jour sur Paris. Par contre, on n'en a que 3 sur Londres. Et donc, ça, c'est pour ce qui concerne Air Canada, donc au départ de Montréal, de Toronto et de Vancouver. Donc, très peu de vols. Ça, c'est des vols passagers qui, en fait, transportent des passagers en théorie, mais comme personne ne voyage, en réalité, ce qu'ils transportent, c'est du cargo et seulement, évidemment, en soute, comme si c'était des bagages. Donc, les avions sont sous-utilisés, mais ils volent quand même parce que pour les compagnies aériennes, c'est important de pouvoir maintenir des services minimums. C'est aussi important pour eux de pouvoir, pour que les pilotes continuent de voler, qui continuent à accumuler des heures de vol, et puis aussi garder leurs slots dans les aéroports où ils ont des accès, donc pouvoir les maintenir, ça pour le futur. Donc ils continuent à assurer des vols. Mais vous voyez, il y a beaucoup moins de vols qu'avant. Il y en a encore, mais il y en a très peu. Et c'est ce qui explique aussi donc, la difficulté de trouver une façon de transporter nos biens par avion et aussi l'évolution sur les prix. Et cette situation-là, ces horaires de départ, ça varie au jour le jour. Donc ça, ce sont les vols aujourd'hui ou cette semaine. Et peut-être que la semaine prochaine, ça aura changé. Ça sera encore en diminution par rapport à cette semaine. Donc voilà où on en est, par exemple, pour Air Canada. Donc ce qui arrive, ce qu'on voit, vous avez peut-être vu ça aux nouvelles, des fois, de temps en temps, on voit des vols cargo, des vols passagers, pardon, qui transportent du cargo sur les sièges carrément. Donc on installe des cartons, des boîtes, comme vous voyez, sur les sièges. Donc ça, c'est du transport qui est fait à la demande. Donc ça se fait, mais ça ne se fait pas sur une base régulière. Hein. C'est vraiment à la demande en fonction, en fait, souvent pour des gouvernements, pour des États qui l'organisent. Donc là, j'ai choisi cette photo pour illustrer ce modèle-là. En fait, j'ai choisi cette photo parce que imaginez-vous que c'est un Airbus 220 de Air Latvia, donc une compagnie aérienne de la Latvie, qui, en fait, avant s'appelait, vous savez, le Airbus de A220, c'est un appareil qui est fabriqué à Mirabel, puisque c'était ce qu'on appelait avant le C-Series de Bombardier. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi pour illustrer ce moyen de transport qui est vraiment à la demande, vraiment exceptionnel. Ça s'est fait beaucoup en Europe, donc dans l'urgence, pour pouvoir transporter du matériel de protection, du matériel médical. Ce n'est pas la norme, ce n'est pas des vols réguliers qui suivent un horaire régulier auquel on peut se fier. Donc ça, c'est une façon de transporter du cargo en ce moment qui est exceptionnelle. Alors, Air Canada a pris une initiative super intéressante, je trouve, c'est qu'ils ils ont modifié 3 de leurs Boeing 777, donc des gros porteurs. Ils les ont modifiés pour pouvoir transporter du cargo à la place des passagers. Donc, vous voyez, ils ont carrément enlevé tous les sièges pour pouvoir transporter du cargo, pas seulement en soute, mais aussi sur le pont, donc à la place des passagers. Donc, c'est une option donc, qui est disponible, ça, évidemment, à la demande. Hein, c'est pas des choses, c'est pas des vols réguliers. C'est à la demande et ils ont déjà fait plusieurs, je pense qu'il y a eu 6 ou 7 vols au départ de la Chine la semaine dernière. Donc, vous allez me poser la question, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on sécurise le cargo dans ce genre d'habitacle, puisque ce n'est pas organisé pour les marchandises, c'est organisé vraiment pour les passagers. Et donc, en fait, ce qu'on fait, tout simplement, vous avez des petits rails sur le plancher, vous voyez, auxquels on peut accrocher des élingues, des straps qui vont permettre de tenir un filet, d'avoir un filet au-dessus des boîtes, au-dessus des cartons et de les tenir en place de façon à ce qu'on puisse transporter quand même du cargo de façon sécuritaire. Ça n'est fait évidemment ça que pour certains types de marchandises qui sont des produits légers
Pas de produits lourds ou encombrants, bien sûr. Donc, ça, c'est pour illustrer une initiative qui est super intéressante, innovatrice, donc qui aide à avoir plus de capacité pour le transport de marchandises par avion en ce moment, au départ du Canada. Donc, ça, c'est ce que fait Air Canada. Et beaucoup de compagnies européennes transportent en des vols comme ça avec où ils transportent du cargo sur les sièges, donc de façon exceptionnelle. Chose étonnante, c'est que les Américains sont en retard par rapport au reste du monde. Maintenant, certains d'entre vous vont me dire c'est pas étonnant. Mais donc, c'est un fait que les compagnies aériennes américaines n'ont pas encore l'autorisation du gouvernement américain pour transporter, enfin, pour organiser ce genre de transport. Donc, vous voyez, c'est en train de se faire. Donc, c'est seulement les compagnies européennes, asiatiques et canadiennes qui offrent ce genre de transport. Donc, le deuxième, vous vous souvenez, je vous ai parlé des 50%. Donc, l'autre 50% de marchandises est transporté sur ce qu'on appelle des vols cargo, des vols tout cargo. Des compagnies aériennes qui sont très connues, des spécialistes, bien sûr, des transitaires et autres, mais qui sont peu connus du grand public. Donc ça, c'en est c'est une des plus grosses, Atlas Air. Donc ces gens-là ont des avions cargo qui transportent seulement du cargo partout dans le monde. Il y a tendance à y avoir moins de ces compagnies-là et elles sont parfois difficiles d'accès, mais elles existent. Et donc aujourd'hui, ce type d'appareil, qui d'habitude transporte à peu près 50% du cargo aérien. Aujourd'hui, ce type d'appareil-là transporte peut-être 85-90% du fret aérien. Donc, ça explique aussi le fait que c'est difficile de trouver de l'espace et que c'est beaucoup plus dispendieux. Les prix ont énormément augmenté. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les compagnies aériennes qui transportent seulement du cargo, je vous invite à aller consulter une page de l'IATA. Donc, l'IATA, vous savez, est située à Montréal. Donc, ils tiennent à jour un registre, une liste des opérateurs cargo dans le monde. Donc, c'est une source d'information qui peut être intéressante. Donc, quelles sont nos solutions pour transporter du cargo par avion aujourd'hui? Les vols passagers, donc comme on a vu de Montréal et de Toronto, on a vu qu'Air Canada opère encore avec des horaires réduits, mais ils opèrent encore, de même qu'Air France, de même que Lufthansa, British Airways. À Toronto, ça va être plus beaucoup de vols sur l'Asie ou sur le Moyen-Orient. Emirates, encore des vols, de même que China Eastern, Cathay Pacific, Korean Airlines. Les vols passagers qui donc transportent seulement du cargo en ce moment. Les vols tout cargo, donc comme on a mentionné sur la diapo précédente, donc les compagnies aériennes, ces compagnies-là, c'est des compagnies comme Cargolux, Airbridge, Atlas Air. Cargolux a des vols réguliers du Luxembourg sur New York et Chicago. Ils avaient un vol hebdomadaire sur Calgary aussi, je ne sais pas s'ils l'ont encore. Ce qu'on appelle les intégrateurs, les FedEx, les entreprises de courrier, les FedEx, UPS, DHL, sont bien placés aussi parce qu'ils ont, eux, une énorme flotte d'avions cargo qui est à leur disposition, évidemment, pour leurs petits colis, mais ils travaillent beaucoup avec les transitaires aussi. Ils ont beaucoup de capacité de transport de fret. L'affrètement, évidemment, dans les cas extrêmes, on peut affréter un avion complet. Donc, je mentionne Air Canada sur la diapo parce que ils offrent leurs avions en affrètement, et puis aussi Cargojet, qui est une compagnie canadienne qui est peu connue, qui travaille sur le cargo, surtout au Canada, mais qui a aussi des vols vers l'Europe et vers l'Asie parfois. Donc, quelqu'un qui est intéressant. Et bien sûr, les personnes qui ont la clé peut-être de toute cette affaire-là, ce problème-là, c'est les transitaires qui sont en contact avec les compagnies aériennes, sont en contact avec les clients, ils sont à même de pouvoir gérer et aider les entreprises. Donc, c'est important de faire affaire à des transitaires solides qui, évidemment, sont bien informés et ont des bons contacts, des bons volumes avec les compagnies aériennes. Ils peuvent nous aider énormément à gérer ça. Quels sont les bons réflexes pour nous, étant donné que les prix ont énormément augmenté, les prix sur l'Europe ou au départ d'Europe ont à peu près doublé, c'est à peu près deux fois et demi. Sur l'Asie, ça a au moins triplé. Si vous aviez du stock de Shanghai il y a 3 mois, vous payez peut-être $2 le kilo ou $3 le kilo US, et aujourd'hui, hier, c'était $13 le kilo. Demain, ça va peut-être être $15 le kilo. Donc, les prix très, très élevés. Donc, aussi rareté de l'offre quand même, rareté de disponibilité sur les avions. Donc, la clé, c'est si vous avez une proposition, si vous avez du stock à faire bouger,
que ce soit de Bombay, de Shanghai ou de Berlin ou ailleurs, ou de Lima. Si on vous offre une capacité, si c'est quelqu'un de sérieux qui vous offre une option, une capacité intéressante, à un taux qui vous paraît exorbitant, si vous avez vraiment besoin, prenez-le, n'attendez pas, ne passez pas une journée à vous décider parce que l'offre ne sera plus valable, parce que le cargo, l'espace ne sera plus disponible quelques heures plus tard. Donc, prise de décision rapide, c'est super important. Il faut savoir que dans certains cas aussi, on peut être obligé de payer le fret d'avance. Donc, ça, c'est un facteur nouveau. Et puis aussi se tenir le mieux informé possible, évidemment, c'est la deuxième clé, je dirais, de la solution. C'est toujours important d'être bien informé, mais encore plus aujourd'hui, étant donné que le marché évolue très, très rapidement. Donc, une compagnie aérienne qui est intéressante, c'est la compagnie aérienne de la Colombie, Avianca, qui a des vols essentiellement sur Miami. Donc ça, c'est pour illustrer un petit peu notre dépendance avec les États-Unis d'une certaine façon. C'est que d'Amérique latine, souvent, on va devoir transiger par Miami parce que c'est là que vont les vols cargo. Pour le transport maritime, donc le transport maritime, c'est un petit peu plus simple à gérer en ce sens que le transport maritime est moins affecté, moins directement affecté, c'est plus lent. Et aussi, le transport maritime, depuis quelques mois, même quelques années, subit les conséquences de la politique américaine de confrontation avec la Chine, la guerre commerciale, et la confrontation aussi avec les alliés, menacer les Européens d'introduire des droits de douane sur les automobiles. Vous savez, toutes ces questions-là, en fait, ont eu un impact considérable sur le commerce international. La croissance a baissé. Donc, avant la pandémie, le transport maritime avait dû s'adapter déjà. Donc, la crise est moins aiguë pour le transport maritime. Donc, on parle d'à peu près 10 à 15% de capacité en moins en ce moment sur les mers. Certaines compagnies prennent des initiatives originales. Donc, c'en est une qui, au lieu de passer par le canal de Suez en allant d'Europe vers l'Asie, étant donné que le canal de Suez, ça coûte cher, évidemment, une traversée du canal de Suez. Donc, ils passent par l'Afrique. Ils font le tour de l'Afrique pour aller en Asie au lieu de passer par le canal de Suez, donc pour faire des économies. Donc, qu'est-ce que ça fait ça ralentit énormément le temps de transit, bien sûr. Et pour le transport maritime, une des choses dont on va entendre parler un peu plus maintenant, c'est ce qu'on appelle le blank sailing, donc des compagnies qui maintiennent leur service, mais qui de temps en temps vont dire, ben voilà, cette semaine, je n'ai pas de bateau. Donc, on appelle ça un blank sailing dans le jargon du transport maritime. Et donc, il faut un petit peu s'habituer à ça. On n'est pas trop affecté à Montréal, mais c'est un facteur important en Asie et en Europe. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le port de Montréal fonctionne très bien. Ici, j'ai choisi pour illustrer ça une photo de notre ami Daniel Dagenet, qui est en charge des opérations au port de Montréal. Donc, le port de Montréal, écoutez, en gros, c'est vrai que c'est une niche. C'est pas les bateaux qui viennent au port de Montréal. Premièrement, ils viennent seulement à Montréal, donc et ensuite ils repartent vers l'Europe. Ils transportent du cargo qui vient de partout, mais c'est essentiellement le marché européen qui leur donne la majorité de leur trafic. Donc, c'est aussi des plus petits bateaux et on est moins affecté par les fluctuations du marché, surtout du marché asiatique. Donc, a priori, pour l'instant, à Montréal, tout fonctionne à peu près normalement. Les compagnies maritimes qui opèrent du port de Montréal, que ce soit les Maersk, les MSC, les Hapag-Lloyd, ils maintiennent leur service. De temps en temps, je pense que sur la Méditerranée, il y a un bateau en moins. J'ai entendu ça de Maersk hier. Par contre, en parlant à mes amis du port de Montréal hier, ils m'ont confirmé que les chiffres de mars étaient excellents. Il n'y a pas vraiment eu de baisse. Donc, je pense qu'on est très privilégié à Montréal. Je pense que le port d'Halifax est plus affecté et le port de Vancouver est beaucoup plus affecté parce que le port de Vancouver dépend beaucoup du marché asiatique, donc indirectement aussi du marché américain, où là, il y a eu des baisses importantes de trafic, de volume d'Asie vers les États-Unis et vice-versa. Pas seulement à cause de la pandémie, aussi à cause des politiques aberrantes du président américain. Et donc, ça, c'est une chose. Donc, pour l'instant, pour le fret maritime, pour ce qui est de ce qui entre et ce qui sort du port de Montréal, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de gros problèmes. Il n'y a pas d'incidence non plus sur les prix. Parfois, il peut y avoir un manque d'équipement. Parfois, on a
pas assez d'espace d'entreposage, mais bon, c'est des choses quand même qui se gèrent et il n'est pas question de réduction, de diminution énorme des services, ni d'augmentation énorme des prix, donc pas comme c'est le cas aux États-Unis et pas comme c'est le cas pour le transport aérien. Donc le transport maritime, qui évidemment est un mode de transport à évolution lente, c'est l'évidence même, peut-être sera plus affecté. Le transport aérien a été affecté immédiatement, hein, ça a été du jour au lendemain. Le transport maritime, lui, sera peut-être plus affecté en avril, en mai, avant que l'industrie reparte. Et donc il y aura peut-être un creux au mois de mai, puis ensuite ça va repartir, en espérant évidemment que la situation va mieux d'ici là et que l'industrie, que l'économie peut repartir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour ce qui est du transport maritime. Pour ceux qui travaillent beaucoup avec l'Asie, je voulais vous indiquer une source de référence intéressante. C'est le Shanghai Containerized Freight Index qui publie chaque semaine les taux de fret maritime au départ de Shanghai vers le monde entier. Donc, si vous regardez la 4e ligne, USWC, ça c'est le taux pour la côte ouest américaine, donc US West Coast, et la 5e ligne, c'est US East Coast. Donc, vous voyez, sur la côte ouest américaine, Shanghai à la côte ouest américaine, donc disons Shanghai-Seattle, $1 630 US cette semaine, et $1 662 US par 40 pieds la semaine dernière, donc ça a baissé de $32. Et US East Coast, donc Shanghai-New York par le canal de Panama, cette semaine, $2 720 le 40 pieds, la semaine dernière, 2782, donc une baisse. Le prochain index va être publié vendredi. Est-ce que ça va continuer à baisser? Est-ce que ça va recommencer à augmenter parce que la Chine a commencé à reprendre ses activités? Donc, c'est toujours un peu délicat de prévoir ça et pour ça, il faut avoir une boule de cristal. Et donc, je vous invite, si ce marché vous intéresse, à aller consulter le Shanghai Containerized Freight Index chaque semaine. C'est fiable, c'est gratuit, c'est accessible. Et donc, ça peut nous donner une bonne indication de ce qui se passe sur le marché, mettons Chine ou Asie, États-Unis, qui évidemment nous donne une indication sur ce qui va se passer au Canada, puisqu'on est toujours influencé par le marché américain, c'est certain. Brièvement, avant de terminer, je voulais vous donner un petit aperçu des derniers chiffres du commerce international du Canada qui sont sortis la semaine dernière. Donc, en février, très paradoxalement, on a eu une augmentation de nos volumes avec les États-Unis et on a eu une baisse de nos volumes avec le reste du monde, ce qui est très paradoxal et ce qui, a priori, est aussi un peu dommage, un peu embêtant, parce qu'on voudrait, pour des tas de raisons sur lesquelles on n'a pas besoin d'élaborer, on voudrait quand même diminuer notre dépendance vis-à-vis du marché américain. Vous savez qu'aujourd'hui, les 3/4 de nos exportations vont aux États-Unis. Ce qui veut dire que seulement 25%, seulement un quart de nos exportations vont ailleurs dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Et donc, on voudrait diminuer cette dépendance du marché américain. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. En tout cas, ça, c'est les chiffres de février. Les chiffres de mars, qui vont commencer à avoir une meilleure indication en relation avec la crise, ne seront disponibles que début mai. Donc, de l'autre côté, ces chiffres sont mensuels, donc c'est sûr que sur un mois, on ne peut pas voir une tendance. Une tendance, il faut la voir sur plusieurs mois, ou éventuellement sur une année. Donc, j'ai presque terminé. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Pour terminer, je voulais vous donner aussi 2 autres sources de référence intéressantes. Je vous invite à aller voir et à communiquer avec CargoM, qui fait un travail formidable ici à Montréal sur la promotion de la chaîne d'approvisionnement, donc transport maritime, routier, aérien. Donc, ils publient chaque semaine, ils sont en train de faire un bulletin d'information et ils sont aussi en train de faire un inventaire des entrepôts, des espaces d'entreposage disponibles à Montréal. Donc, ça peut être super intéressant pour vous si vous avez ces besoins-là. Et la deuxième source que je voulais vous mentionner, et on a terminé, c'est le CIFA à Toronto, l'Association des transitaires internationaux canadiens, qui publient des informations très intéressantes donc dans leur boîte à outils, Toolbox, des ressources intéressantes, plein d'informations qui pourra vous être utiles. Et j'espère que notre webinaire d'aujourd'hui aussi vous aura été utile. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention.
J'ai beaucoup parlé pour arriver dans les temps. Je voulais vous partager un maximum d'informations avec vous. J'espère qu'elle aura été intéressante, utile et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, M. Sivière. Donc, effectivement, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à les poser dans la boîte Q&A ou questions-réponses située au bas de l'écran, au centre et non pas dans le chat. Alors, on va commencer. On en a déjà reçu plusieurs. Très bien. Donc, on va commencer par la question de Baheldine. Qui demande, qui a des questions par rapport au coût de base des compagnies aériennes de passagers telles que Air Canada, Lufthansa. Donc, Oui. lorsqu'elles transportent du fret, est-ce que leur coût est supérieur à celui des compagnies aériennes spécialisées dans le fret? Est-ce que les coûts en ce moment sont plus élevés qu'à la normale? Eh bien, disons, quand ils transportent du fret, l'idéal pour eux, c'est de transporter, c'est de remplir avec des passagers et puis ensuite de remplir la soute avec du fret. Donc, normalement, dans un monde idéal, la combinaison idéale, c'est de travailler avec les deux, puisque votre avion va voler de toute façon pour transporter des passagers avec des bagages, et puis vous mettez tout le cargo que vous voulez dedans, tout le cargo qui peut rentrer, hein, tout l'espace que vous avez, donc ça permet de maximiser. Maintenant, pour ce qui est des coûts d'opération, c'est sûr qu'en ce moment, comme il n'y a pas de passagers, les compagnies aériennes essaient de remplir de prendre un maximum de cargo, mais en fait, ils font quand même ça à perte. À mon avis, je suis pas un spécialiste du transport aérien, mais je pense qu'ils travaillent à perte ou disons à peine au seuil de rentabilité. Je pense que ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir offrir des services, de pouvoir garder leurs slots dans les aéroports où ils ont des facilités, et puis aussi de maintenir la flotte, de continuer à faire voler les pilotes. Donc la question, je pense, c'est difficile de répondre de façon exacte. Ça dépend beaucoup. Parfait. On a une autre question de M. Mike Granary. Sa question, c'est avec toutes les entreprises qui sont fermées, est-ce qu'il y a aussi moins de cargo à transport en ce moment? Je pense Alors, que vous avez répondu un petit peu, mais oui, je vais vous laisser compléter c'est la une, réponse. c'est une très bonne question, ça, Mike. Merci de l'avoir posée parce qu'en fait, j'ai pas eu trop le temps d'en parler. C'est vrai que il y a presque autant de marchandises à transporter par bateau. Parce que par bateau, les réactions à la crise sont plus lentes, les stocks sont déjà préparés d'avance. Donc, sur le transport maritime, il n'y a pas eu d'impact énorme. Il y a eu une petite baisse, mais pas énorme. Le port de Montréal m'a donné des chiffres hier qui sont incroyables. Ils sont même en croissance sur certains axes. Euh, pour l'aérien, par contre, c'est différent parce que pour l'aérien, il y a eu un arrêt brutal parce que l'économie s'est arrêtée. Mais en même temps, il y a eu un arrêt brutal des marchandises qu'on transporte traditionnellement par avion. Mais il y a eu cette demande exceptionnelle et qui est encore en croissance pour des biens de protection personnelle, pour du médical, pour des masques. Donc, euh, j'avoue que je ne sais pas au niveau du volume, je ne sais pas si le volume est resté le même par avion ou s'il a augmenté. Il y a eu une baisse énorme des marchandises traditionnelles et il y a eu une augmentation incroyable des marchandises, des fournitures médicales. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une situation où les prix ont énormément augmenté parce qu'il y a quand même beaucoup de cargo à transporter par avion, mais c'est surtout du médical. Parfait. On a vraiment beaucoup de questions. On en a une dizaine. Donc, on va y aller avec la prochaine Oui. de Luc Samson. Il nous demande, est-ce que ça prend plus de temps pour récupérer sa marchandise une fois arrivé aérien et maritime? Bonjour Luc. Oui, en règle générale, je dirais non. Je dirais en fait c'est un bon point parce qu'en fait c'est sûr que c'est un peu plus complexe. Oui, ça dépend où votre marchandise arrive. Ça dépend s'il peut y avoir certains ports peuvent avoir de la congestion. On peut avoir un manque de camions ou un manque d'équipement. Si vous avez du fret aérien qui arrive à JFK à New York en ce moment, c'est très très difficile d'aller le récupérer parce qu'il y a des entrepôts qui sont fermés ou des compagnies qui fonctionnent seulement à 50%, parce qu'ils ont des personnels malades et ils ouvrent seulement le matin, ils ferment l'après-midi. Donc, dans certains cas, ça peut être très difficile, mais en règle générale, c'est tout ce qui est toutes les opérations douanières fonctionnent, se font comme d'habitude. Donc, en général, c'est à peu près normal, mais ça va dépendre vraiment de où
votre stock est arrivé. Parfait. On a une question de Tuhato qui se demande quel est le meilleur moyen pour transporter des millions de masques de la Chine, N95 de la Chine vers le Québec. Le meilleur moyen, eh bien, dépendant de la quantité, c'est d'affréter un appareil, d'affréter un avion d'Air Canada, de Cargojet, de Cargolux, de Calita, de Atlas Air. Mais vous allez devoir le payer cash d'avance. Et puis, mais vous aurez votre moyen de transport, vous aurez ça Mais bon, là, on parle de montants un petit peu exorbitants quand même pour le commun des mortels. Mais si vous avez des quantités modérées, pas énormes, donc contactez des transitaires qui travaillent sur ce marché-là. Et ils devraient pouvoir vous organiser ça. Seulement, il faut savoir exactement ce que vous avez comme quantité. Il faut négocier, savoir qu'est-ce qui est disponible. Et une fois qu'on aura établi la disponibilité, si un transitaire vous dit, voilà, je peux prendre ton cargo vendredi, voilà le prix. Si c'est quelqu'un de sérieux, si vous voulez, il faudra le prendre. Puis vous risquez de devoir payer d'avance pour les masques et pour le transport aérien. Donc, c'est risqué. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Okay. Anna Ilouzi se demande pourquoi le port d'Halifax est plus affecté comparativement à celui de Montréal. Merci. En fait, pourquoi le port de Montréal est moins affecté? C'est parce que le port de Montréal a des liaisons, des navettes. Si vous voulez, le port de Montréal, c'est Europe-Montréal, Montréal-Europe. C'est comme des navettes, c'est comme des traversiers. Et donc, ils sont pas donc, même si après à Montréal, on redistribue sur les États-Unis, beaucoup sur le Midwest, sur Toronto, sur les provinces de l'Ouest, c'est quand même un service dédié qui est unique. Pourquoi Halifax est plus impacté? Parce que les bateaux qui vont à Halifax, ils ne vont pas seulement à Halifax, ils descendent la côte ouest, la côte est américaine. Donc, c'est des services différents, plus longs et aussi qui sont plus impactés par ce qui se passe aux États-Unis. Alors que nous, on a un service unique à Montréal. On fait juste la navette entre Montréal et l'Europe, et à partir de l'Europe, ensuite, on peut aller transporter des biens ou faire venir connecter ou faire des transbordements sur l'Asie, sur l'Afrique, donc sur plein de destinations. Voilà pourquoi. Pierre Tremblay se demande si vous anticipez une montée du protectionnisme et si oui, qu'est-ce que vous conseilleriez à des entreprises qui œuvrent dans le transport maritime et aérien ainsi que la chaîne logistique pour se préparer d'une telle éventualité? Ah bien, alors là, écoutez, on est en plein dedans. Donc oui, la montée du protectionnisme, oui, elle est là. Je pense que la montée du protectionnisme, en fait, on peut prédire. J'aime pas faire des prévisions parce que c'est un peu présomptueux. J'ai pas la connaissance pour pouvoir le faire, mais je pense qu'on peut dire deux choses. On peut dire que les Américains sont devenus très protectionnistes, on le voit depuis quelques années, et c'est en train d'empirer. Ça empire chaque jour. Et malgré les excès et les aberrations de ce qui se passe avec le président américain, en fait, sa cote de popularité est en train d'augmenter. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça, c'est que malheureusement, ça va continuer. Et puis, on voit aussi d'autres pays, comme par exemple l'Inde, qui se ferme, qui érige des barrières non tarifaires, qui veut favoriser l'industrie locale. Donc, le protectionnisme, oui, est en train de monter. Et la crise de la pandémie nous montre aussi que chaque pays veut gérer ça lui-même. Donc, le réflexe immédiat de beaucoup de pays, ça a été je ferme mes frontières. Donc, pour des raisons valables, mais ça indique quand même aussi quelle pourrait être la norme après la sortie de la crise, c'est que chacun va penser un peu plus à soi. On dit que pour être moins vulnérable aussi, on veut être autosuffisant, on veut pouvoir manufacturer localement. Donc, c'est tous des beaux rêves, évidemment, qui vont être difficiles à réaliser, mais on va peut-être tendre vers ça. Donc, il y aura plus de protectionnisme, mais bon, il y aura quand même encore des échanges. Donc, pour le transport maritime aérien, ça crée des opportunités, je pense, toujours. Il y a toujours des opportunités, je pense, dans le transport maritime aérien, dans la logistique en général. Parfait. Mais on est maintenant à la fin du webinaire. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. On a encore plus d'une dizaine qui viennent d'arriver. Donc,
Si je voudrais demander à M. Sivière, est-ce que vous aimeriez qu'on passe peut-être quelques 5 minutes de plus pour en couvrir le plus possible, ou bien Absolument. préférez-vous Oui, que oui, je peux aussi vous absolument. les envoyer pour répondre aux personnes Je concernées suis, personnellement? je suis tout à fait disponible. Avec grand plaisir, je répondrai à des questions tant que je peux y répondre, tant que c'est des questions auxquelles je suis capable de répondre. Il ne faut pas me poser des questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Non, je plaisante, vous en faites pas. Oui, toutes les questions sont les bienvenues. Allez-y, Dina, je vous en prie. Parfait. Alors, Catherine Camaran se demande, qu'en est-il du transport maritime dans le sens Nord-Europe-Montréal? Est-ce qu'il y a une baisse de la capacité qui est très significative et des augmentations des tarifs spécifiquement dans cette région-là, entre le nord de l'Europe et Montréal? Pour l'instant, c'est stable au niveau des services disponibles et au niveau des tarifs. Il peut y avoir des petites augmentations, mais pas énormes. Donc, c'est quand même, à ma connaissance, c'est très stable. Et il n'y a pas de baisse de service ni d'augmentation de tarifs significatifs. Koum de Bagneux se demande qu'est-ce que vous observez dans les échanges Canada-Afrique actuellement? Peu d'activités, puisque malheureusement l'Afrique est un marché lointain de différentes façons. Et donc, c'est une part des échanges. Les échanges avec l'Afrique sont minimes, malheureusement. On espère qu'ils vont pouvoir augmenter. Et ce serait intéressant d'ailleurs de voir les dernières statistiques. Je n'ai pas regardé à ce niveau-là, voir les dernières statistiques des échanges. Est-ce que nos exportations vers l'Afrique ont augmenté ou pas? Le Canada a une carte à jouer en Afrique. C'est peut-être en augmentation, mais ce n'est pas encore significatif. Donc, c'est encore un marché qui reste à explorer, qui reste il faut arriver à intéresser davantage les entreprises québécoises et canadiennes au potentiel du marché africain. Ça, c'est certain. On a beaucoup à faire. Parfait. Sébastien Langlais-Bourassa se demande plusieurs lignes maritimes annoncent des blank sailings. Est-ce que nous devons nous attendre à en avoir de plus en plus dans les prochaines semaines? Oui, oui. Surtout sur le marché asiatique. Ça, c'est certain. Il y a eu une baisse. Je n'ai pas amené tous les chiffres avec moi parce que je n'ai pas voulu non plus vous décourager ou nous décourager, mais il y a eu une baisse significative pour ce qui est du trafic Chine-États-Unis. Je pense qu'il y a quelque chose comme moins de 30%. Donc ça va reprendre puisque la Chine va commencer à réouvrir, à manufacturer. Mais il y a eu, oui, pas mal de blank sailings, donc surtout sur le marché Asie, côte ouest américaine, et sur le marché Asie-Europe. Pour l'instant, on n'est pas trop touché à Montréal, donc si vous parlez des services de Montréal, pas énormément. Je pense qu'il y a eu un blank sailing sur la Méditerranée, mais il va sans doute y en avoir davantage. Hein. Il est possible qu'on ait une baisse en avril et mai. Donc, pas énormément pour l'instant, mais ça va dépendre du marché de la destination avec laquelle vous travaillez. Donc, sur l'Asie, oui, on va en voir encore pendant quelques semaines, et tout dépendra après de la reprise en Asie. Également de la situation aux États-Unis, parce qu'on parle beaucoup de l'Asie, on se dit, c'est pas simplement lorsque la Chine va réouvrir ses usines et va recommencer à exporter, c'est aussi, est-ce que les entreprises américaines vont être capables vont placer des commandes, vont être capables de recevoir leurs commandes, donc ou bien est-ce que les entreprises américaines vont dire non, 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 on ne peut pas recevoir de stock en ce moment. Donc ça risque d'avoir un impact sur le fret, sur le trafic, sur le volume des transactions, qui risque de forcer les compagnies maritimes à faire encore plus de blank sailings pendant quelques temps. Parfait. Donc, on est maintenant à 10h50 à peu près. Donc, je pourrais prendre une dernière question. Puis, après ça, ben, si vous avez toujours des questions, je vous inviterai à contacter M. Sivière. Absolument. Oui. Donc, quelqu'un se Oui, demande une question un peu pour conclure. Comment oui. voyez-vous le futur en ce qui concerne le moment où nous pourrons nous rendre dans un avion commercial en Europe, par exemple? Comment je vois le futur? Je vois un peu de brouillard.
Même s'il fait un beau soleil ce matin, je dirais, bien écoutez, avec un peu de chance, peut-être cet automne. Mais je ne prendrai pas de réservation pour le mois de juin, pour l'instant. Je resterai à Montréal pour le mois de juin. C'est le meilleur moment de l'année, en fait, n'est-ce pas? Tout à Quand fait. l'été sera arrivé. Tout à fait. Bon, alors, je vous remercie beaucoup, M. Sivière, pour ce partage qui a été vraiment très enrichissant. J'aimerais vous remercier pour vos réponses et vos explications qui ont été très claires. Et je Merci suis à vous, Dina, et à toute certaine, l'équipe. merci. Je suis certaine que vous avez apporté des outils fort pertinents pour nos participants dans la salle. Puis, donc, pour les participants, par rapport aux liens qui ont été mentionnés, donc, vous allez recevoir un courriel de suivi demain. Donc, je demanderai à M. Sivière de me partager aussi les liens dont il a fait mention à surveiller. Le Donc, son a coupé un peu, Dina. ah, d'accord. Donc, je disais que donc, je vais vous envoyer un message demain de suivi et je vais inclure les liens qui ont été mentionnés dans la présentation. La présentation va aussi être disponible sur notre site web et sur notre compte YouTube dans les prochains jours. Je remercie tous les participants qui ont été présents aujourd'hui. Je vous demanderai de bien vouloir remplir le sondage que vous allez recevoir en quittant, qui va apparaître automatiquement. Donc, ça va nous aider à mieux comprendre vos besoins, nous améliorer et nous encourager à continuer. Avant de quitter, j'aimerais remercier Développement économique Canada pour les régions du Québec pour leur support, ainsi que Desjardins. Et vous dire aussi que demain, nous allons avoir un webinaire Café Export qui a lieu en fait tous les jeudis à 10 h. Et si vous avez aimé le webinaire d'aujourd'hui, la semaine prochaine, nous allons avoir à la même heure, même date, rencontre internationale qui va porter sur des conseils et des actions à prendre par rapport au développement des affaires aux États-Unis avec M. Martin Lantron. Puis, finalement, je tiens à vous mentionner que notre équipe de conseil Accélère est aussi là pour vous supporter durant cette période difficile. Donc, nous avons mis à pied un service gratuit de consultation et d'analyse pour votre entreprise. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez aussi m'écrire et je vais vous inclure les coordonnées dans le courriel de suivi si ça vous intéresse pour avoir plus de support. Je vous remercie encore, M. Sivière. Puis, ce fut vraiment un plaisir de participer à ce webinaire avec vous. Et merci à tous les participants. Merci. Donc, j'espère vous revoir tous dans nos prochaines activités et je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous.